Je m'appelle Xavier Gatinel. Je suis en charge d'un département chez Pias, dans une structure qui s'appelle Intégral, qui est la structure des services de distribution de Pias, qui est une structure internationale. À la tête de ce service chez Pias, j'encadre une équipe de label managers qui ont chacun leur domaine de compétences, un genre musical peut-être favori. Et ces label managers répondent aux attentes des labels, de nos partenaires, en termes de distribution, de services. Et moi, mon rôle, c'est d'encadrer cette équipe, de fidéliser nos labels, de leur apporter une qualité de service qui soit qui réponde au-delà de leurs attentes, qui soit très satisfaisante. Et puis aussi, au-delà de ce rôle d'encadrement, de suivi des labels, d'accompagnement des labels dans leur développement en France, j'ai aussi un rôle, bien entendu, d'atteinte d'objectifs, de chiffre d'affaires que je détermine chaque année avec ma hiérarchie. Alors, le groupe Pias existe depuis 40 ans. On a fêté en 2022 le 40e anniversaire de Pias, qui a donné lieu d'ailleurs à un grand rassemblement et une fête très animée à Bruxelles en décembre 2022. Et en fait, je vais revenir un petit peu en arrière. Pias, pendant des années, de la création des années 80, on va dire, jusqu'aux années 2000, était perçu comme l'un des acteurs incontournables de la distribution indépendante en France et en Europe. Et puis, on va dire, au tournant des années 2000, 2010, il y a une volonté du management de Pias de devenir également un producteur, c'est-à-dire d'étendre ses domaines de compétences au-delà de la simple distribution, des services de distribution. Et donc, il y a une croissance chez Pias, à la fois en externe, puisqu'on a racheté des labels, comme Harmonia Mundi, par exemple, label emblématique de musique classique, un des plus connus, un des plus respectés dans le monde. Et puis, on a créé nos propres labels de production, comme Pias le label, en France. On a aussi acquis Coop, qui est une fédération de labels indépendants, mais qui nous ont rejoints et qu'on travaille en licence pour le monde. Si j'insiste là-dessus, c'est que Pias, aujourd'hui, est devenu un acteur qui couvre l'ensemble du spectre de la musique enregistrée. Ça va de la production à la distribution. Et afin de clarifier notre positionnement sur le marché, on a donc gardé notre corps de métier qui est la distribution et on a regroupé tous ces services de distribution dans une branche qui s'appelle donc Intégral, qui est la branche des services de distribution de Pias en France, physique et digital. Et en même temps, on a étendu nos compétences à la production, développement d'artistes, signature d'artistes, à la fois en contrat d'artiste ou en licence. On a créé aussi une structure de production en France qui s'appelle Urban, qui est comme son nom l'indique, qui est une structure dédiée à la musique urbaine. Bref, on est une maison de disques complètement intégrée. En termes d'international, on a des bureaux dans 16 pays dans le monde. Alors, on est présent dans tous les plus grands marchés de la musique. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais en Europe, bien entendu, France, Angleterre, Benelux, Allemagne, Ibérica, notamment. Et puis, on est aussi présent aux États-Unis, en Australie, on a des partenaires au Japon. On a une vraie force de frappe internationale. Je dirais ce qui fait la force de Pias aujourd'hui, c'est que on est à la fois une structure à taille humaine au niveau international, donc on a des circuits de décision rapides, on peut se positionner rapidement sur des deals, il n'y a pas des circuits de décision qui sont très longs, donc on est très réactif, on est agile, et en même temps on a la force de frappe suffisante pour faire rayonner des artistes, des labels internationalement, et notamment grâce à cette structure intégrale pour laquelle je travaille en France, qui a des corps de métier resserrés, et donc où les équipes physiques, digitales, travaillent en étroite coordination et permettent à nos partenaires d'avoir une vraie exposition en France et parfois aussi à l'international, puisqu'on a des artistes qu'on signe localement en France et qu'on va développer grâce à l'infrastructure Pias internationale qu'on va développer
dans les autres territoires. Voilà, c'est des process qui prennent un peu de temps parce que déjà, il faut développer l'artiste en France, puis ensuite convaincre, séduire nos autres territoires. Mais voilà, on a des artistes, et c'est une fierté d'ailleurs, qu'on signe en France, qu'on découvre, et qui break à l'international. Alors, comment je suis arrivé à occuper les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui? La première chose, sur mon parcours, sur ma formation, c'est que la musique est la passion de ma vie, au-delà d'autres passions familiales, plus personnelles, mais on va dire dans les hobbies, c'est une passion que j'ai depuis très tôt dans ma vie, notamment grâce à mon environnement familial, mon frère notamment, et mes parents aussi. Bref, c'est quelque chose qui a présidé je crois, à ma carrière et à mon intérêt pour les artistes, pour la découverte de musique. Et puis surtout, quand on travaille dans l'industrie musicale, on s'ennuie jamais parce qu'il faudrait plusieurs vies pour faire le tour de toutes les musiques qui ont été enregistrées. Et donc, voilà, la musique, c'est comme un puits sans fond. On découvre toujours des nouvelles choses, des nouveaux genres, des nouveaux artistes. Et si on a ce goût pour la musique, pour la découverte, c'est une source de plaisir qui est toujours renouvelée. Donc ça, c'est la première chose. Moi, c'est l'amour de la musique qui m'a un peu guidé. Puis, alors, moi, j'ai fait des études, j'ai eu une formation de musique classique. C'est-à-dire que je me destinais pas à être un musicien classique, mais j'ai fait des études au conservatoire, j'ai appris le piano, j'ai même fait des classes musicales plus jeunes au collège. Et puis, si je vais un peu plus vite dans le temps, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce à Paris, mais j'avais toujours l'envie de me spécialiser dans la musique, et il y avait une formation à la Sorbonne à l'époque que j'ai suivie, qui s'appelait Gestion et administration de la musique, et qui m'a permis de mettre un pied dans l'industrie musicale, puisque j'ai fait un stage chez Universal Music, qui à l'époque s'appelait Polygram, c'était avant le rachat d'Universal. Ce stage qui devait durer, je crois, 3 mois à l'époque, j'aimais tellement ce que je faisais qu'il a duré 1 an. À l'époque, c'était plus facile de renouveler des conventions de stage. Donc je suis resté 1 an en tant que stagiaire, et puis on m'a offert un job. On m'a proposé un job à l'époque chez Universal. Et en fait, ma carrière, aujourd'hui, elle se distingue en 2 segments. J'ai fait mes classes chez Universal Music pendant presque une dizaine d'années. D'abord en France, pendant 5 ans, où j'ai eu des responsabilités promo, marketing, chez des labels importants d'Universal. Et ensuite, j'ai eu la chance de me voir proposer une évolution à l'international chez Universal, puisque on m'a proposé de devenir marketing manager pour un label qui s'appelle Decca Records, mais à Londres. C'est-à-dire que là, donc, j'ai quitté mon job en France et je suis allé travailler à Londres chez Universal, au sein de ce label Decca, où j'avais en charge tout le marketing créatif pour le label Decca. C'est-à-dire que j'étais en contact avec les managements des artistes pour organiser tout le marketing autour des sorties d'albums, vidéos, dossiers de presse, clips, préparation des albums eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est la première partie de ma carrière où j'ai appris mon métier, vraiment dans une major, qui reste une bonne école, bien entendu, parce qu'on a des jobs souvent en relation avec l'international, on a aussi certains moyens pour travailler. Et puis, au bout d'une dizaine d'années chez Universal, j'avais envie de rentrer en France. 10 ans dans une major, c'est bien, mais aussi, il y a des circuits de décision qui sont assez longs. Des fois, on est un peu éloigné des artistes. Et en revenant en France, j'ai quitté Universal et je me suis dit, je vais me rapprocher du monde des indépendants. Et là, j'ai commencé la deuxième partie de ma carrière, où j'ai travaillé chez des distributeurs et j'ai vu une autre facette du métier, c'est-à-dire comment on travaille avec des labels, des producteurs, des partenaires extérieurs, et comment on les aide à développer leur business en France, leur visibilité, leur structure, des fois même en partant de zéro. Je me souviens au cours de ma carrière, signé des labels ou des artistes qui étaient inconnus et puis qui se sont développés jusqu'à devenir des stars. Je pense notamment à Ibrahim Malouf, qui avait signé chez Harmonia Mundi à l'époque, qui ensuite a eu la carrière qu'on connaît, mais qui à l'époque était un artiste qui se développait, mais qui n'était pas encore connu du grand public. Et donc voilà, c'est la deuxième partie de ma carrière. J'ai travaillé d'abord chez plusieurs petits distributeurs, et puis chez Harmonia Mundi, où j'étais responsable d'un périmètre de labels distribués. Et ensuite, le groupe Harmonia Mundi a été racheté par Pias. Et à mon arrivée chez Pias, on m'a confié la responsabilité du service
Label and Artist Services, qui, comme son nom l'indique, répond aux besoins de développement des labels et des artistes en France. Pour résumer, 2 pans de carrière très distincts pour moi, guidés toujours par la passion de la musique, de la découverte, une dizaine d'années chez une major et 10 ans chez les indépendants. À la fois donc la distribution physique et bien entendu, lorsque le digital a fait irruption il y a plus de 2 décennies maintenant sur le marché, on s'est positionné, on s'est structuré pour répondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles façons de consommer de la musique. Donc, en ce qui concerne d'abord la distribution physique, nous, on se voit comme un distributeur à valeur ajoutée. Contrairement, par exemple, à un grossiste qui va juste acheter ou s'approvisionner en disques et puis juste les mettre à disposition des magasins. Non, nous, on travaille main dans la main avec nos partenaires et nos labels et on a une vision sur le long terme et on construit une stratégie de lancement avec eux pour les albums prioritaires, pour leur sortie. On construit un catalogue main dans la main. Donc on est un vrai partenaire, on se positionne comme un partenaire. Ça, c'est pour la distribution physique et bien entendu, on a des centaines de clients. Par exemple, pour les clients, rien que les disquaires indépendants, on a plus de 250 disquaires indépendants avec lesquels on travaille aujourd'hui au quotidien, mais on travaille aussi bien entendu avec la Fnac, Cultura, Leclerc, Furet et les magasins indépendants, comme je disais, avec vraiment tous les acteurs incontournables de la distribution physique en France. On a une plateforme logistique qui est basée en Hollande, donc à partir de laquelle tous les disques sont expédiés, toutes les commandes sont expédiées, elles arrivent en France en 24-48 heures. On a aussi, pour la distribution physique, on est l'un des seuls acteurs sur le marché de la distribution physique à avoir construit un site B2B. Voilà, nos clients ont accès de façon exclusive à un site et ils peuvent commander 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout notre catalogue. Ce qui fait que des petits magasins qu'on ne va pas forcément appeler au téléphone ou visiter, ils ont accès à notre catalogue, ils peuvent le commander en ligne et ils sont livrés généralement en 24 heures. Ce qui est un véritable atout pour nos labels et nos partenaires, parce qu'ils bénéficient de cette axe de distribution et qui, voilà, encore une fois, qui apporte de la valeur ajoutée. Ça, c'est pour la distribution physique. Un dernier mot sur la distribution physique. On fait beaucoup de partenariats avec les enseignes. On est l'un des distributeurs les plus actifs. On va faire des partenariats avec la Fnac M par exemple. La Fnac va découvrir ou va avoir un coup de cœur pour certains de nos artistes. Et cela fait l'objet d'une mise en avant en magasin au niveau national adéquate. Mais il n'y a pas seulement la Fnac, on travaille aussi main dans la main avec d'autres enseignes comme Cultura, où on monte des réels partenariats qui bénéficient à nos labels et nos artistes. Pour la distribution digitale, en fait, on peut faire un parallèle, c'est un peu la même structure, à savoir qu'on a une équipe ici chez Intégral dédiée qui est en relation presque quotidienne avec l'ensemble des plateformes de distribution digitale qu'on appelle les DSP, Digital Service Providers, voilà, qu'on alimente en informations sur nos sorties pour essayer d'avoir le maximum d'exposition, bien entendu des playlists, mais aussi on fait des partenariats avec eux sur certaines de nos sorties, on essaye de les sensibiliser en amont. Et voilà, on a plusieurs personnes qui pitchent de façon quotidienne et hebdomadaire ces plateformes pour avoir de l'exposition. Contrairement par exemple à un agrégateur digital, notre plus-value, c'est qu'on a, encore une fois, on apporte du service, une qualité de service au label, aux artistes, c'est-à-dire qu'un agrégateur, souvent, c'est juste des tuyaux, en fait. C'est comme un DHL pour l'expédition physique, c'est-à-dire qu'il va juste rendre les albums disponibles sur des plateformes et son job s'arrête là une fois que les disques sont disponibles. Mais nous, on va plus loin, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un accompagnement qui se fait en amont des sorties, puisqu'on a travaillé avec les plateformes, on les a sensibilisés, on les a pitchés, et qui se fait après en aval aussi, parce qu'il y a un suivi sur les playlists, on va pousser, on va informer nos partenaires des développements promo, marketing. Voilà, on a un travail qui se fait sur la longue durée. Alors, quelle est la différence entre un agrégateur et un distributeur digital comme nous ? Un agrégateur, si on fait une analogie dans le monde physique,
ça va être comme un DHL, par exemple. Il va juste assurer une livraison de contenu. Et là, son job s'arrête. Nous, on travaille beaucoup plus en amont et aussi en aval. C'est-à-dire que contrairement à un agrégateur, nous, on va pitcher, sensibiliser nos partenaires digitaux, les plateformes en amont, construire une stratégie de lancement avec eux. On va assurer le travail d'un agrégateur aussi, puisque bien entendu, on va livrer les contenus. Et ensuite, on va suivre les phases de développement du projet. Il ne s'agit pas juste de rendre les albums disponibles. Ça, c'est la partie facile, je dirais. La partie plus dure, c'est d'assurer un rayonnement pour les artistes et de coordonner le développement des projets avec les plateformes en les nourrissant en informations, que ça soit sur les développements promo, concerts, marketing, exposition des artistes. Donc je dirais, pour résumer rapidement, un agrégateur, et c'est son job, il livre, il assure une livraison, il assure un service, mais nous, on assure un service beaucoup plus large qui va de la sensibilisation sur les sorties à la livraison jusqu'au développement et aux phases ultérieures de développement du projet. Alors, quels sont les acteurs de la distribution physique et digitale chez Pias ? Quelles sont les personnes qui interagissent le plus ? Dans mon équipe, l'équipe que je dirige, il y a plusieurs label managers qui sont en charge chacun de ce qu'on appelle en anglais un roster, c'est-à-dire ils ont un portefeuille de labels, de clients dont ils s'occupent et dont leur mission principale est de les fidéliser, de les accompagner, de les conseiller sur la stratégie physique et digitale. Donc à l'intérieur d'Intégral, avec qui ces label managers interagissent au quotidien ? Eh bien, avec deux services essentiellement, le pôle physique et le pôle digital. Le pôle physique, c'est la force de vente, la force de frappe physique, qui est d'ailleurs très développée toujours chez Intégral et chez Pias, parce qu'on croit au support physique, on ne l'a jamais abandonné, et on sait l'importance du support physique pour connecter les fans avec les groupes dont ils sont fans. On le voit d'ailleurs dans les ventes concerts, hein, c'est un vecteur de vente physique très important. Donc on croit et on défend l'objet physique, et donc les label managers sont en interaction permanente avec ce qu'on appelle nous la sales team physique, c'est-à-dire on va leur présenter les projets, les label managers vont leur présenter les projets, les sorties, souvent 2 à 3 mois en amont des sorties, afin de les sensibiliser et de leur dire « Attention, on a un nouvel album d'un artiste prioritaire, il sort dans 3 mois, quelle stratégie physique on va construire ensemble ? Quel partenaire on va aller trouver pour présenter en exclusivité l'album ? Est-ce qu'on va organiser une session d'écoute, ici chez Pias ou dans un autre lieu à l'extérieur ? Donc ça, il y a une interaction constante entre les label managers, quel que soit le type de musique qu'ils défendent, hein, et l'équipe de vente physique qui elle-même est structurée de la façon suivante très rapidement. Il y a un directeur Intégral, il y a un administrateur des ventes physiques, il y a une équipe de vente physique donc, qui appelle les clients au quotidien ou qui les visite, et il y a des comptes clés. Par exemple, il y a une personne dans l'équipe qui est en charge uniquement de la Fnac, une autre personne qui est uniquement en charge des disquaires indépendants, pour développer ce pan de business physique particulier. Ça, c'est pour la partie physique. Pour la partie digitale, c'est à peu près la même chose. Les label managers, ils sont en interaction constante, en relation constante avec le pôle digital, et c'est la même chose. Avec des délais un peu plus courts, parce que le physique, bien entendu, pour lancer une précommande d'un album, pour aller toucher l'ensemble de nos clients, ça prend plusieurs semaines, ça prend presque 2 mois, afin que l'ensemble de notre parc de clients soit touché et passe des commandes, et qu'ensuite on assure la livraison. Donc ça, c'est un circuit qui est assez long, qui reste long, en tout cas en France et dans d'autres pays en Allemagne. Il est plus court dans d'autres pays comme l'Angleterre, par exemple, où le marché est plus resserré, il y a un peu moins de clients. Le marché français reste éclaté, il y a les disquaires indépendants, il y a les Fnac avec leurs nombreux magasins, il y a Cultura, il y a Leclerc, il y a différentes branches de distribution. Ça demande un travail physique qui est long, de longue haleine. Alors que pour le digital, c'est un peu plus court, par nature, puisqu'il suffit de mettre un album disponible sur une plateforme.
Mais l'accompagnement des label managers est le même, à savoir, ils vont aller voir les collègues du pôle digital, l'équipe commerciale digitale, et ils vont pitcher auprès d'eux, auprès de ces personnes, ils vont pitcher les albums, les priorités, ils vont nourrir ces personnes en information, afin qu'elles-mêmes puissent relayer, en fait, ensuite auprès des DSP de leurs clients. En ce qui concerne la saisonnalité, dans notre activité de distributeur, effectivement, il y a 2 pics principaux. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne peut pas sortir des disques à tout moment parce qu'on le fait. On sort même des disques en août, hein. On a un album de Ben Harper, par exemple, qu'on a sorti, cette année fin juillet, ce qui est pas une période habituelle, mais un album qui a rencontré beaucoup de succès. Donc, les 2 pics de saisonnalité, principalement, bien entendu, le premier, c'est la période qui va de septembre à novembre, qui, aujourd'hui concentre beaucoup des sorties importantes du marché. On le voit année après année, c'est même il y a un étranglement un peu, parce que ce soit les indépendants ou les majors ont tendance, bien entendu, à sortir un album en septembre, octobre pour l'accompagner jusqu'aux ventes de Noël et parfois au-delà aussi. Mais voilà, il y a un focus important sur cette période-là. Et aussi, l'autre période importante, c'est, on va dire, de février à mai. Parce que, c'est une fenêtre de tir, intéressante où on peut construire aussi jusqu'à l'été. En revanche, il est important de dire qu'aujourd'hui, cette saisonnalité, elle s'efface un peu malgré le pic que je mentionnais à la de fin d'année, mais elle se lisse un peu, notamment dû au digital, où on peut sortir des albums, des projets, à tout moment, voilà, de façon facile. Alors, quelles sont les évolutions majeures que j'ai connues au cours de ma carrière? Il y en a plusieurs. Bon, on va essayer d'être synthétique. La première, bien entendu, moi, j'ai commencé ma carrière dans un monde qui était encore uniquement physique, où le digital était à ses balbutiements. Donc, bien entendu, la chose à laquelle il y a 2 choses, en fait. La première à laquelle je pense, c'est l'arrivée du digital et la révolution que cela a engendrée. Bien entendu, en termes de consommation de musique et de la façon d'accéder à la musique, puisqu'avant, on est passé d'un modèle où on achetait de la musique, alors qui existe toujours aujourd'hui, hein, pour le physique. Les hommes aiment posséder un objet, aiment l'avoir, aiment le mettre sur leur discothèque, mais on est quand même passé d'un modèle où on achetait de la musique à un modèle où on achète l'accès à la musique, à l'accès à un catalogue illimité. C'est vertigineux. Donc ça, c'est la grande révolution, où ces 2 modèles cohabitent. Le physique qui, en France, continue à avoir un marché qui a été en baisse pendant des années, mais qui semble se stabiliser. Et grâce à l'arrivée du vinyle, on ressent, enfin, c'est même pas qu'on ressent, c'est qu'il y a un nouvel élan et un nouvel appétit pour le support. On voit même que le CD, d'ailleurs, dans certains pays, repart à la hausse. Mais l'arrivée du digital a entraîné, bien entendu, beaucoup de changements et le développement des plateformes. Alors d'abord iTunes, avec le téléchargement, qui était une révolution, catalogue disponible en digital, et après les plateformes de streaming et toute la consommation en digital. Ça a été la première révolution. Comment créer un modèle économique qui soit sain, qui soit pérenne et qui permette à l'industrie de vivre et de se développer, et aux artistes eux-mêmes de vivre de leur art et de pouvoir se développer. Je n'ai pas parlé des problèmes de piraterie qu'on a connus parce que c'est un peu derrière nous maintenant. Ces nouveaux modèles ont permis de dépasser ces problèmes critiques que l'industrie a connus dans les années, au tournant des années 90 et au cours des années 2000. Donc ça, c'est la première grande évolution majeure, c'est l'arrivée, bien entendu, du digital. La deuxième chose qui me semble intéressante, c'est le fait qu'on est passé d'un modèle où les artistes signaient avec des labels en contrat d'artiste. Alors on peut penser à tous ces artistes de légende, pour caricaturer, je peux prendre des artistes comme Bob Dylan qui a signé dans les années 60 avec Columbia et qui est toujours, presque 60 ans plus tard, il est toujours signé chez Columbia. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle en signature d'artiste, contrat d'artiste, où les labels s'occupaient de tout, images,
développement artistique, distribution, à un modèle aujourd'hui où les artistes, et grâce justement à l'arrivée du digital, sont devenus de plus en plus autonomes et de plus en plus indépendants dans leur carrière, puisque aujourd'hui, souvent, les artistes, avant de signer avec un label ou avec un distributeur, ils ont eux-mêmes développé leur carrière grâce aux outils digitaux qui n'existaient pas, grâce aux réseaux sociaux. Les artistes aujourd'hui sont beaucoup plus au fait des pratiques de l'industrie, des développements, mais au bout d'un moment, ils sont limités dans leur carrière, ils ont besoin d'un relais, et c'est là, nous, on intervient pour aller plus loin avec eux et pour accompagner, pour la distribution, leur développement. Mais voilà, pour moi, c'est les deux grands traits, bien entendu, c'est l'arrivée du digital et aussi le fait que les artistes sont de plus en plus autonomes, indépendants dans leur développement. Des fois, ça va très loin. Il y a même des artistes qui se distribuent aujourd'hui eux-mêmes, c'est rare. Et puis, ils se rendent compte qu'ils se confrontent à beaucoup de problèmes, qu'ils ont souvent besoin d'un professionnel pour les aider, d'une structure qui va les aider. Mais disons les artistes tendent de plus en plus vers l'autonomie, parce qu'ils contrôlent leur carrière, ils sont propriétaires de leur musique, de leur master, et souvent, donc, ils sous-traitent la distribution à un distributeur comme nous, parce que ça, c'est compliqué quand même à faire. Mais ils vont loin dans le développement de leur carrière eux-mêmes. Alors, comment vont évoluer les marchés du physique et du digital en France et peut-être à l'international? Alors, ça serait présomptueux de ma part de dire voilà comment ça va se passer, parce qu'en fait, personne ne le sait. Par exemple, il y a une couverture de Libération qui me fait souvent sourire, j'y pense souvent, je crois qu'elle date de 2002, où le titre, c'était en énormes lettres, c'était «Le CD bientôt décédé». Bon, ça c'était en 2002, 20 ans plus tard, bien entendu, les ventes ne sont plus les mêmes, mais on se rend compte que le support physique n'a pas disparu, que ça soit le CD ou le vinyle. Même dans des marchés comme les États-Unis qui sont très, très digital, eh bien, il y a quand même encore Amazon et des disquaires indépendants qui se créent et qui vendent du vinyle. Donc, on pensait que le physique allait disparaître, on se rend compte que c'est pas vrai. Parce que les gens ont besoin ou ont envie de collectionner les titres de leurs artistes, d'avoir un support. Bon, ils sont pas forcément obligés de l'écouter d'ailleurs, on se rend compte que beaucoup de gens achètent des vinyles, ils sont contents de les posséder, ils les posent sur leur cheminée, ils les regardent, ils sont très heureux de l'avoir, ils regardent l'objet, mais ils l'écoutent pas forcément, mais il y a un lien affectif qui se crée avec l'artiste. Donc je pense que ce modèle physique va continuer, peut-être que pour les générations suivantes, les ventes se feront essentiellement au concert ou dans des disquaires qui auront changé par nature, qui seront plutôt des lieux de vie. On voit les nouvelles évolutions chez les disquaires physiques qui ne se contentent plus maintenant de vendre des disques, mais qui sont plutôt des lieux d'échange, de vie, où il y a un café, où il y a des showcases, où les artistes viennent faire des signatures, qui sont des lieux de vie sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe et c'est un modèle, à mon avis, qui va perdurer. En parallèle, le digital va continuer à évoluer, très certainement. Les choses les plus intéressantes à titre personnel et le développement les plus intéressants que je vois, c'est tout ce qui concerne réellement la réalité virtuelle dont on parle beaucoup, tout ce qui est métaverse, tout ce qui va permettre peut-être à des gens dans leur salon de se connecter à des concerts qui ont lieu à des millions de kilomètres grâce à la réalité virtuelle, grâce à la 3D, à des casques d'immersion qui vont permettre à des fans de musique de se retrouver en studio lors d'enregistrements avec leurs artistes. Voilà, tous ces développements qui commencent aujourd'hui, qui existent, mais qui vont être sûrement révolutionnés par la 5G et par le développement de toutes ces technologies. Donc, pour moi, ces modèles, ils vont continuer à évoluer en parallèle. Le physique, pour les gens qui auront envie de posséder un objet, qui auront envie d'avoir un lien avec un fan, et en même temps, le digital qui va aller vers de plus en plus de réalité virtuelle, où les gens pourront, voilà, encore une fois, être immergés dans un univers d'artistes en 3D, mais sans quitter forcément leur domicile. Il y a 3 qualités. Il faut de la persévérance, de la résilience et il faut une vision. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, les plateformes de streaming notamment permettent d'avoir presque un nombre infini de sorties. Il faut savoir que chaque mois,
chaque jour, il y a 100 000 titres qui sont uploadés sur les plateformes de streaming. C'est vertigineux. Donc, pour un artiste, quelles sont les étapes qu'il va devoir suivre pour se développer et attirer l'œil des professionnels? Déjà, comme je le disais tout à l'heure, le modèle où un artiste inconnu, même qui peut être génial d'ailleurs, va signer avec un label très tôt dans sa carrière, c'est un modèle qui est un peu obsolète aujourd'hui. On attend d'un artiste aujourd'hui qu'il ait pris en main un peu sa carrière et qu'il ait organisé des concerts, des showcases, même des petites choses, mais qu'on voit qu'il est créé autour de lui, peut-être pas une fanbase à ce stade, mais en tout cas quelque chose de bourgeonnant et où on voit qu'il y a un intérêt d'une communauté pour cet artiste. Alors ça passe par des likes sur Facebook, des vues YouTube, le soutien de la communauté sur Instagram. On peut juger ou jauger du rayonnement d'un artiste à travers ses réseaux sociaux, mais pas que. Après, il y a la qualité artistique aussi. Est-ce que l'artiste a une vision? Qu'est-ce qu'il veut exprimer? Est-ce qu'il est prêt à s'engager? Est-ce qu'il est prêt à faire face aux difficultés qu'il va rencontrer? Voilà, est-ce qu'il est prêt à connaître des moments de doute, de dépit, parce qu'il y en a, hein. Mais je dirais que le plus important au début, c'est de croire en son projet. Et si on y croit et si on s'investit, le reste suivra. C'est-à-dire que si on a du talent, si on développe le talent sur la scène aussi, si on sait comment s'adresser à un public sur scène, parce que ça s'apprend, c'est pas inné, ça s'apprend. Si on est bien conseillé, bien entouré, et qu'on a des bonnes formations, eh bien, on va attirer l'œil d'un professionnel un jour qui va aller à un concert ou qui va entendre parler d'un manager ou d'un tourneur, d'un projet qui est en train de se développer, qui est en train de prendre vie. Et il va possiblement se positionner pour être un relais et un accompagnateur. Voilà, pour résumer, je dirais pour un artiste, le conseil, c'est prendre sa carrière en main, ne pas attendre que tout vienne de l'extérieur, se développer step by step, ça prend du temps. Les choses, elles ne deviennent pas du jour au lendemain. Il faut aussi être aguerri au niveau de tout ce qui est juridique. Il faut bien connaître le business de la musique, tout ce qui est édition aussi, droit d'auteur, droit voisin. C'est des choses auxquelles les artistes ne s'intéressent pas forcément et on comprend pourquoi, parce que c'est un peu rébarbatif, mais il faut qu'ils aient le conseil de professionnels pour qu'ils comprennent tout l'écosystème de la musique. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, comment un label peut attirer ou un producteur peut créer son label et attirer les bonnes grâces, on va dire, d'un distributeur. Eh bien, c'est un peu pareil que pour un artiste solo, à savoir un label, on va le juger, on va le regarder par rapport à sa dimension artistique, à savoir est-ce qu'il y a une cohérence dans les signatures, un développement qui se fait sur le long terme avec des artistes, un positionnement artistique qui correspond à un segment du marché où il y a des attentes, où il y a des fans. Nous, chez Intégral, je dois le dire, hein, c'est pas de la langue de bois, mais notre critère principal, c'est le plaisir qu'on ressent à l'écoute, c'est la qualité musicale, quel que soit le style, que ce soit la musique classique jusqu'à la musique urbaine. Ça va être la proposition. Est-ce qu'il y a une vraie proposition musicale, soit qui sort de l'ordinaire, soit qui nous plaît personnellement? Si un album nous plaît, on se dit qu'il va plaire à d'autres gens. Donc, quand un label nous approche ou un artiste qui fonde son label, ce qu'on va jauger d'abord, c'est la qualité artistique. Ensuite, la façon dont il est structuré, organisé. Est-ce qu'il est vraiment tout seul et qu'il va devoir tout faire? Parce qu'on sait que ça va être dur à gérer pour lui. Ou est-ce qu'il a un entourage autour de lui, un relais au niveau opérationnel pour déjà tout ce qui est contrat, tout ce qui est ensuite développement de carrière et tout ce qui est l'admin de la distribution. Donc ça, c'est un autre critère important, l'entourage de la personne, la façon dont elle est structurée. Et puis ensuite, encore une fois, est-ce que le label ou les artistes du label ont une communauté de fans? Alors ça va passer, on va regarder sur Facebook si le label existe ou si les artistes du label existent, s'ils ont un rayonnement, si les labels ont des interviews. On parle aussi à des tourneurs, à des attachés de presse. On essaye de voir si le label est en train de prendre. Et puis des fois, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur sur des rencontres aussi. On est un métier de... J'en ai pas parlé jusqu'à là, mais en fait, le plus important, c'est qu'on a un métier de relations humaines. C'est le sel du métier, c'est les rencontres. Je pense que les professionnels qu'on rencontre, qui ont 30, 40 ans, qui sont à la fin de leur carrière, ils nous disent « ce que je retiens de ma carrière, c'est les rencontres
c'est les rencontres et les artistes, mais c'est vrai. Donc souvent, on peut avoir aussi des coups de cœur artistiques, mais aussi des coups de cœur sur des rencontres humaines, parce que les gens, on a envie de les accompagner, de les aider, on sent que c'est des gens de qualité. Souvent, c'est des jeunes personnes aussi qu'on a envie d'aider à se développer. Donc voilà, le fait d'être autonome, de connaître le marché, d'avoir une vision artistique, de se prendre en main, d'être aussi entouré, de connaître tous les aspects du business, d'avoir une proposition et, euh, et de se projeter aussi dans le moyen terme et la longue durée. Ça, c'est des critères qui nous intéressent et qui nous séduisent. Il y a un terme en anglais qu'on appelle le scouting. Il y avait avant dans les maisons de disques beaucoup de scouts qui étaient par exemple, une maison de disques en France avait une dizaine de scoutmen. C'était des directeurs artistiques en fait qui étaient en région et leur job c'était d'aller au concert dans des bars, dans des petites scènes ouvertes, d'écouter, de découvrir des artistes et puis de relayer au siège de leur maison de disques en disant ah, je suis allé dans un petit bar, là, j'ai entendu un artiste, c'est assez bien ce qu'il fait, et puis les signatures se faisaient comme ça. Ça peut encore arriver. Nous, on a eu le cas, par exemple, avec Miossec, le chanteur français Miossec. C'est un de mes collègues qui, il y a une vingtaine d'années, a découvert Miossec dans un bar à Paris, et puis voilà, ils ont pris contact, et puis la relation a grandi, et l'artiste a été signé, a fait tous ses premiers albums chez Pias, avec le succès qu'on connaît. Mais aujourd'hui, je dirais que le scouting, il a changé. Bien entendu, on peut aller à des concerts, à des showcases, découvrir des artistes sur des scènes ouvertes, dans des festivals. Mais aussi, souvent, les projets, je dois dire, ils nous arrivent par des gens avec lesquels on travaille déjà. Soit des tourneurs, soit des managers d'artistes avec lesquels on travaille et qui signent un autre artiste et qui nous le proposent ou qui nous le font découvrir. Soi-même, en allant sur Internet, en creusant et en découvrant des artistes qui ont, soit par leur nombre de vues, ou soit par leur proposition artistique, qui nous séduisent et avec lesquels on rentre en contact. Ça peut nous arriver. Mais on va dire que la grande majorité des projets aujourd'hui qui nous arrivent et qu'on peut signer, c'est par un réseau qui est assez élargi, mais qui va des tourneurs, attachés de presse, festivals, managers d'artistes, et qui nous flèchent des projets, des labels ou des artistes. Le réseau est important. C'est aussi, par exemple, pour les labels managers, c'est une exigence que j'ai, c'est pour eux, c'est qu'ils soient très réactifs auprès voilà, de leur contact, parce que c'est un gage de qualité, et c'est aussi ce qui crée le relationnel sur la durée. La réseau, c'est la qualité de notre service, c'est d'être réactif, de répondre vite. Et oui, donc le réseau est important, mais le réseau, il se construit, voilà, ça met du temps. Vous savez, on dit souvent il faut 10 ans pour construire une relation de qualité, mais il faut 10 minutes pour la perdre. C'est-à-dire qu'on voilà, c'est pour ça, donc il faut toujours être réactif, force de proposition auprès de nos partenaires. Parce qu'on est toujours en fait sur le grill, hein, quelque part. C'est notre image qui est en jeu. Alors, un artiste ou un label qui cherche une distribution, il va se heurter à plusieurs choses. Au fait qu'un distributeur, souvent, il a déjà beaucoup de partenaires, il est très occupé de par ses fonctions de distributeur, et parfois, il va pas considérer des propositions, ou il peut passer à côté du fait de la charge de travail, des priorités, et du fait qu'il veut continuer à offrir une qualité de service exceptionnelle à ses artistes et ses labels, donc il ne souhaite pas non plus élargir trop son périmètre de partenaires pour continuer à maintenir une qualité de service. Donc ça, c'est tout simplement, un label peut sortir à ça, à cette parfois non-disponibilité d'un distributeur. Donc là, mon conseil, c'est de ne pas baisser les bras, c'est continuer à développer son activité soi-même, se distribuer, pourquoi pas s'auto-distribuer d'abord en digital, et puis travailler la promo. Ça, pour moi, c'est vital. Prendre un attaché de presse ou le faire soi-même si on a le temps, mais contacter les médias, générer un dossier de presse, des articles de presse. Et là, après, peut-être que si vous ressollicitez un distributeur, là, il voit qu'il y a un dossier de presse plus conséquent, des dates de concerts qui se sont rajoutées, il voit des streams sur les plateformes, il y a peut-être un titre qui va rentrer dans des playlists. Et là, peut-être, il va reconsidérer. Donc, ne pas baisser les bras sur des refus, parce que ça peut arriver, mais continuer à s'autonomiser. Le digital permet ça aujourd'hui. Et en revanche, recontacter un distributeur une fois qu'on a un peu étoffé, on va dire, sa carrière ou son label, et qu'on a plus de cartouches à amener et à partager.
Pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages. Je dirais pas d'avantages, mais c'est plus de l'ordre de la passion. Parce que quand on travaille dans ce métier ou dans la distribution, on a la chance d'être au contact direct des artistes et de pouvoir les voir dans des situations privilégiées, de pouvoir construire des stratégies avec eux, d'aller les voir en concert, de les rencontrer en coulisses. Donc il y a cet accès privilégié à l'artiste qui, moi personnellement, m'a toujours fait rêver, mais et qui continue à me faire rêver, mais qui est, quand on est amoureux de musique, qui est un véritable atout. Aussi, on est en relation constante avec des labels, des professionnels, des gens aguerris, donc qui échangent leur expérience, qui nous permettent nous-mêmes de nous améliorer en tant que professionnels à leur contact. Donc ça, je veux dire, c'est le premier avantage, c'est d'être en prise directe avec les gens qui font la musique. Bien entendu, après, on peut aussi aller en studio, voir les artistes travailler, on a un accès privilégié à la création, et ça pour moi, ça a beaucoup de valeur. Ensuite, on peut être passionné aussi par les développements du business de la musique, avoir un côté plutôt tech, qui aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du métaverse, de tout ce qui est immersion dans la musique, et qui sont des choses aussi fascinantes, et on a besoin de nouvelles générations, de nouvelles personnes qui vont embrasser ces nouveaux challenges et qui vont faire le métier de demain. Donc ça, c'est aussi fascinant. Il y a un autre côté aussi fascinant dans les métiers de la musique, c'est qu'ils sont en pleine mutation. Alors ça rejoint ce que je disais, mais il faut soi-même se remettre en question, pas rester sur ses acquis. Moi, j'ai commencé ma carrière, il n'y avait que de la distribution physique. Aujourd'hui, la distribution digitale a pris énormément d'importance. Donc il a fallu aussi se remettre en question, acquérir de nouvelles compétences, aller chercher des informations, revoir complètement. C'était une disruption, quoi. C'était un nouveau paradigme. Il fallait voir comment cohabiter ces deux mondes. Et moi-même, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour aller chercher cette information, ces nouvelles façons de procéder. Mais on va dire que ça fait partie des avantages du métier parce que c'est stimulant. Bien entendu, dans les autres avantages, je le disais déjà, mais il y a le fait d'aller voir des concerts, et aussi dans les métiers de la musique, il y a quand même une ambiance, je crois, sympathique, en tout cas chez les indépendants. Chez Pias, il y a une bonne ambiance entre les collègues, tous sont des musiciens ou des passionnés de musique, ils ne sont pas là par hasard. Voilà. Et ça c'est stimulant parce qu'il y a une vraie effervescence dans la boîte. Un des avantages aussi, c'est de breaker des projets soi-même, c'est-à-dire d'être à l'origine d'artistes qu'on a pu identifier, qui étaient des inconnus. Des fois, il faut se battre d'ailleurs, un peu même en interne, parce que d'autres gens ne sont pas convaincus, donc il faut être ambassadeur de ces projets. Et quand ça marche, quand un artiste réussit, alors des fois, c'est même pas forcément au niveau commercial, ça peut être aussi au niveau critique. Quand on a permis à un artiste d'atteindre une, pour reprendre un anglicisme, d'atteindre une step, quand on l'a aidé à aller plus loin, quand on l'a accompagné dans sa stratégie, eh ben c'est gratifiant. On est content, on a fait notre métier. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages, à la fois au niveau artistique, à la fois au niveau du business même, à la fois aussi dans son équilibre personnel, parce que ça nous permet de nous améliorer, de se développer. Dans les inconvénients, s'il y en a, c'est des métiers qui sont chronophages, c'est des métiers qui demandent beaucoup de présence. Voilà, ça serait mentir de dire que dans les métiers de la musique, on fait 9h à 5h. Non, ce sont des métiers qui nécessitent d'aller sur le terrain. Déjà au niveau de la distribution, d'aller dans les magasins, de voir un peu les expositions des disques, les prix qui sont pratiqués, les labels qui sont mis en avant, les artistes qui sont mis en avant. Ça déjà, par exemple, c'est chronophage. Voir aussi pour le digital, d'aller connaître bien toutes les plateformes, leurs spécificités. Alors, c'est pas un inconvénient, mais on va dire que ça prend du temps, de boulot, de l'investissement personnel. Le soir, si on a une vie de famille, parfois ça peut être difficile de concilier des jeunes enfants avec des concerts qui peuvent se finir tard, parfois même des dîners après les concerts. Alors en même temps, c'est excitant de voir les artistes un peu en off, et en même temps, ça prend beaucoup de temps sur sa vie. Voilà. C'est le seul, on va dire, peut-être inconvénient que je vois. Après, en étant rigoureux, organisé, en ayant quelques années de métier, on peut aussi s'organiser, bien entendu, pour réussir en ayant des horaires moins extensibles. J'ai beaucoup de collègues qui ont des vies de famille et qui réussissent très bien dans leur mission et dans leur challenge. Mais voilà, ce sont des métiers qui prennent du temps et de l'investissement personnel.